Aujourd'hui, nous allons en apprendre un peu plus sur Linux à travers l'émulateur Linux qui s'appelle Termux. Je vais vous montrer un peu des fichiers un peu spéciaux, puis des devices spéciaux. Et puis, juste pour faire une belle présentation, ben, j'ai choisi Figlet pour faire afficher sur l'écran Termux commande. Figlet, c'est un petit outil qui permet d'afficher de l'art en ASCII. Donc, un Figlet, mon art ASCII. Et puis voilà, vous avez une belle. Vous pouvez utiliser ça dans vos bannières quand vous loguez sur les serveurs avec le nom du serveur ou peu importe, dans vos scripts si vous voulez faire des bannières. Et la façon de l'installer, c'est pkg install Figlet. Et puis, étant donné qu'il est déjà installé sur ma machine, il ne se passe pas grand-chose. Chez vous, ça va vous demander, bon, ben, j'ai trouvé le package, voulez-vous l'installer? Vous dites yes. Et puis voilà, vous l'avez, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis, Figlet ben, permet de différentes choses. Vous pourrez voir le manuel avec la commande man ou une petite recherche sur Internet. Alors, je parlais de fichiers spéciaux tantôt. Dans Linux, il y a dans /proc des fichiers un peu spéciaux. Et puis, je vais les afficher. Je vais les afficher comme ça au début, puis vous voyez, vu qu'il y en a trop, ça défile à l'écran. On n'a pas le temps de les lire. On peut envoyer le standard output, je l'ai expliqué précédemment, quand je tape une commande. L'information s'en va sur ma sortie standard, qui est mon écran, ou ma console, ou mon TTY. Et puis, ça s'affiche à l'écran. Mais je peux rediriger le standard output vers une autre commande. Pour ce faire, on met un pipe. Donc ici, le pipe. Donc au lieu de l'afficher à l'écran, je vais l'envoyer à la commande more. La commande more, elle, ce qu'elle va faire avec tout ce contenu-là, c'est qu'elle va me l'envoyer à l'écran, mais page par page. Comme ça, je vais avoir le temps de lire une première page et appuyer sur retour pour lire la page suivante. Donc voilà. J'ai une première page ici et je fais un retour pour la page suivante ou espace. Donc, je les connais pas tous et vous les connaîtrez pas toutes non plus, probablement. Mais je vais vous présenter quelques-uns que je trouve intéressants ici pour la démonstration. Et puis, entre autres, CPU Info. CPU Info qui nous retourne des informations sur notre CPU. Qu'est-ce qu'on a comme structure de CPU présentement? Disque stat, DMA, FB, le file system. Vous voyez, c'est tous des fichiers spéciaux qui retournent des infos. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Même info aussi, c'en est un autre. Et puis, on va continuer pour voir. On a Uptime aussi, c'est intéressant. Et puis, vous voyez, je suis terminé mon more, quand il n'y a plus d'informations, il me retourne au prompt. Je vois aussi Uptime et version. On va regarder un petit peu ça. Si je fais un cat, la façon de les visualiser, /proc /même info, je vais piper dans more. Donc voilà, cette commande-là ou ce fichier spécial-là, il est tenu à jour par le système d'exploitation régulièrement concernant ce qui se passe dans la mémoire. Donc, je pourrais le consulter sur une base régulière si je voulais avoir des informations sur une de ces valeurs-là de la mémoire. Même chose si je regarde CPU Info. CPU Info. Et bien voilà, il me donne des informations aussi concernant mes CPU, comme là, c'est l'information détaillée sur le CPU numéro 0, donc la première ligne, processeur 0. Et puis ensuite, ben, je peux voir que c'est un Intel Core i7 qui est cadencé à 2.2 GHz. Le CPU 1, donc qui serait mon deuxième, serait le même type de CPU. Étant donné que je suis dans une machine virtuelle, ce sont des CPU virtuels, mais
qui, euh, qui reflète un peu les CPU que j'ai sur ma machine physique. Alors voilà, c'est ce que nous retourne CPU Info. Je pourrais aussi, un peu comme j'expliquais, j'envoie le standard output. Vous avez vu tout ce qu'il y a comme standard output, il y en a beaucoup. Peut-être que ce qui m'intéresse seulement, c'est la ligne où on parle du processeur. Donc, je pourrais piper dans grep. Donc, envoyer tout ce contenu du standard output. Envoie-le à la commande grep via un tuyau, un pipe. Et grep-moi seulement processeur. Grep, ça veut dire get regular expression. Get a regular expression. Ou va me chercher une expression régulière. Une expression régulière, c'est un terme qu'on utilise souvent dans Linux. C'est ce qu'on met en guillemets ici. Parmi les expressions régulières, je peux mettre un chapeau. Un chapeau, ça veut dire qu'il faut que, parce que si je tape P comme expression régulière, il va me sortir toutes les lignes dans lesquelles il y a la lettre P. Mais si je mets un chapeau au début, il faut absolument que le chapeau représente le début de la ligne et ensuite la lettre P. Donc, il faut absolument que le début, le P soit au début de la ligne. Alors là, vous voyez, j'ai tout ce qui débute par la lettre P, mais c'est pas suffisant. Je pourrais à ce moment-là en mettre un peu plus. Et là, j'aurais que mes processeurs. Donc, c'est ce que je vais aller chercher. Je peux donc prendre tout le contenu, l'envoyer à grep, dis-moi, donne-moi juste les lignes qui débutent par PRO. Et puis, en voilà une autre commande qui, elle, va compter le nombre de mots. WC, ça veut dire Word Count. Et puis, ben, c'est un outil qui permet de compter le nombre de mots, mais aussi le nombre de lignes. Lorsqu'on lui donne le paramètre "-l", au lieu de compter le nombre de mots, il va compter le nombre de lignes. Alors comme ça, ben, je sais que j'ai 4 CPU dans ma machine. Donc, c'est le genre de fichiers un peu spéciaux avec lesquels on peut travailler. Et grâce aux pipes et les expressions régulières et toutes les commandes qui existent dans Linux, c'est un peu la façon dont on utilise la ligne de commande. Une autre, c'est Uptime. Uptime me sort des chiffres qui sont difficiles à comprendre pour nous. Alors, c'est très rare on va faire ça comme admin Linux. On va plutôt utiliser la commande Uptime. Il existe une commande qui, elle, va s'alimente de ça et elle me retourne un peu cette information-là de façon plus lisible en disant, bon, ben, ton serveur a été allumé il y a 29 minutes. Et puis, donc, il était 16h01. Et puis, c'est-à-dire, il est présentement 16h01. Le load average, c'est la charge moyenne, je vais le traduire comme ça, la charge moyenne qui pèse sur mes processeurs présentement. On nous donne 3 chiffres, parce que la charge, elle fluctue à toutes les milliardièmes de seconde, dépendamment de ce qui se passe dans l'ordinateur. Donc, le premier chiffre, c'est la charge moyenne dans la dernière minute. Alors, le deuxième, c'est la charge moyenne sur mes processeurs dans les 5 dernières minutes. Et le dernier, c'est la charge moyenne dans les 15 dernières minutes. J'allais dire 17 à cause du chiffre qui est écrit là. Mais disons que mes processeurs font pas grand-chose. J'ai une commande qui s'appelle VMstat, Virtual Machine Statistics. Donne-moi des statistiques à tous les 3 secondes, s'il te plaît. Alors, vous voyez qu'à chaque 3 secondes, j'ai un peu des statistiques. Et c'est la colonne CPU, les colonnes CPU à la fin qui m'intéressent. Ben, les CPU, vous voyez en dessous de CPU, on a US qui est utilisateur, SY système, ID pour idle, puis WA pour wait. On va s'arrêter à ceux-là. US, c'est de la charge CPU que mes utilisateurs consomment. Donc, ils consomment entre 0 et 2% de CPU. Le système, lui, en consomme aussi. On consomme entre 0 et 1%. Idle, ça, c'est mon CPU qui n'a rien à faire. Donc, il n'y a rien à faire 100% du temps. Il faut absolument rien parce qu'il ne se passe pas grand-chose présentement sur la machine. Et wait, généralement, c'est que le CPU,
est en attente. Il voudrait bien travailler plus fort, mais malheureusement, il est en attente. Et puis, généralement, bon, on va regarder, il y a d'autres éléments qui nous permettent de savoir pourquoi il est en attente. Entre autres, l'IO, hein, l'IO qui est souvent une cause. Si on regarde dans la colonne IO, si vous voyez les titres qui apparaissent, en dessous de IO, on a BI puis BO. Donc, on a des basic input, basic output, ou des block input, block output. Donc, le nombre de blocs qui a été échangé. Donc, si on avait du CPU weight et on a du I/O très élevé, ben, il y a des chances que le CPU attend après le disque. Si on avait un disque plus rapide, ben, notre CPU pourrait traiter des informations plus rapidement. Ça arrive parfois qu'on a des enjeux de performance. On pense qu'il faut augmenter le CPU, mais des fois notre CPU voudrait bien, mais c'est le disque qu'il faut augmenter finalement la rapidité. Donc c'est le genre de statistiques. On a le swap aussi, la troisième colonne à partir de la gauche, SWPD. Il est possible aussi des fois qu'on manque de mémoire et puis là, ben, ça swap beaucoup et notre CPU est en wait for I/O. Et puis, ben, il est en wait for I/O parce que la machine passe son temps à swapper. Peut-être qu'on manque de mémoire. Puis là, la solution à notre problème de performance serait peut-être d'ajouter de la mémoire. Donc, c'est le genre de statistiques qu'il faut que l'on peut regarder. Donc, je suis toujours dans les fichiers un peu spéciaux. Je m'étais éloigné un peu, mais c'est intéressant d'apprendre toujours des nouvelles commandes. Un autre fichier spécial intéressant, ben, c'est version. Donc, si on cat /proc /version, ben, ça nous donne des informations sur la version qu'on a. On a la commande uname aussi qui nous dit que c'est un Linux ou uname-v qui nous donne le type de Linux. J'aime bien uname-a dans lequel on voit toute l'information d'un coup. Donc, c'est la version. Là, comme là, je sais que c'est un Linux que j'ai. Un Linux de type Android, qui est ma distribution. Et la version du kernel serait à 4.9. Donc, c'est le genre de truc qu'on a. Donc, ça, c'était pour les fichiers spéciaux. Comme vous avez vu, il y en a plein d'autres. Si ça vous tente de jouer avec ou de les apprendre, libre à vous. On a des devices spéciaux aussi dans /dev. Même principe, /dev, il y a beaucoup de devices. Entre autres, ben, mes CPU, ce sont des devices. Là. On voit CPU 0, 1, 2 et 3. Ben, chaque CPU est un device dans lequel je pourrais interagir. Évidemment, je vous conseille pas d'agir sur ces devices-là si vous savez pas ce que vous faites, parce que Linux, il est très intéressant pour ça. Il permet souvent de faire des choses. Puis il s'attend à ce que la personne derrière le clavier sait ce qu'elle fait. Alors, si vous bousillez votre Linux, ben, ça va être votre problème. Vous le réinstallerez, c'est tout. Sinon, ben, vous apprenez des choses, puis vous l'utilisez proprement. Dans /dev, je vais regarder un petit peu des devices intéressants qu'on pourrait avoir. J'aurais ici TTY, on va voir tantôt sur quel TTY on est. Un TTY dans Linux, puis Termux est un émulateur de Linux. À chaque fois qu'un usager se connecte, le système d'exploitation lui assigne un terminal. Donc, c'est son TTY, on appelle ça comme ça. Voici ton terminal, et c'est ce qui permet à Linux d'être multi-usager. Donc, chaque personne qui va se connecter avec un écran puis un clavier ou un modem ou via Internet avec SSH va finalement aboutir à un TTY ou à une ligne de commande bash. Et puis là, ben, c'est ce qui va te permettre à chaque usager d'envoyer une commande et de recevoir sur son écran. Donc, chacun va le recevoir sur son TTY. On va regarder tantôt sur quel TTY on est. Autre device un peu spécial, on a urandom. Urandom, on va jouer un petit peu avec tantôt. Entre autres, quand on efface un fichier sur Linux,
vous savez qu'il existe des logiciels pour récupérer des fichiers qui ont été effacés. Pourquoi? Parce que quand on efface un fichier, le fichier n'est pas vraiment effacé sur le disque. C'est seulement que le nom du fichier qui est enlevé de la table des matières. Donc, quand on regarde ce qu'il y a dans le répertoire, et puis on avait un fichier qui s'appelait Toto, et que j'efface Toto, en fait, je fais juste effacer l'entrée Toto du répertoire et ce qui pointait vers l'inode. Par contre, l'inode existe encore et tant que je réécrirai pas à cet emplacement-là sur le disque, ben, cette information-là pourrait être récupérée avec des logiciels de récupération. Un inode, en passant, c'est la façon d'appeler les fichiers sur Linux. En fait, peut-être j'y reviendrai quand je parlerai un peu plus des file systems. Un file system, c'est un système de fichiers qui fonctionne par inode. Et après ça, on peut donner des noms à ces inodes-là, comme Toto, toto.txt ou peu importe. Et ben là, c'est beaucoup plus simple que de l'appeler par son numéro d'inode. Mais bref, c'est quelque chose qu'on verra quand on parlera un peu plus en détail des fichiers et des file systems. Donc j'ai nul aussi que j'ai passé, slash dev slash nul. J'ai 0. On voit le dernier qui s'appelle 0. Ce device-là, c'est un device un peu spécial. À chaque fois qu'on l'interroge, eh bien, il nous retourne 0. Donc, ah oui, là où je voulais en venir avec mon effacement de fichier avec urandom ou 0, c'est un peu pour ça que ça me fait penser à ça. C'est quand on efface un fichier, étant donné qu'on l'a juste effacé de la table des matières, il se pourrait qu'on veuille cacher cette information-là parce qu'on suppose que l'information, ce fichier-là contenait des informations sensibles qui, par exemple, vous travaillez pour une banque et puis vous ne savez pas ce que le fichier contient, mais il contient peut-être des numéros de carte de crédit. Bon, c'est un exemple. Vous l'avez effacé. Eh bien, vous voulez peut-être écrire sur le disque des random, donc des chiffres aléatoires ou des zéros. Il y en a beaucoup qui mettent des zéros. Donc, ce serait une façon de faire. On pourrait mettre des zéros partout sur le disque. Là où il y avait du data auparavant, ben, ça va être remplacé par des zéros, même si le fichier n'est plus dans la table des matières. Donc, ce serait une façon de masquer des informations confidentielles avant de vendre son PC à quelqu'un, par exemple. C'est une autre affaire. Des fois, on vend son ordinateur au voisin, mais on efface des choses avant qui sont des informations sensibles pour nous. On ne voudrait pas voir ces choses-là entre les mains d'une autre personne. On pourrait mettre des zéros sur le disque avant de vendre notre ordinateur à un ami. Donc, voici pour les special devices. J'ai préparé un peu de code. On va regarder un petit peu de code. Je vais regarder le TTY. Je suis sur /dev /pst0 présentement. Donc, c'est mon TTY qui m'a été attribué. Il y en a qui s'appellent /dev /tty, il y en a qui s'appellent /dev /pst0. Dépend des systèmes d'exploitation sur lesquels on est ou des distributions et ou des fois des façons d'y accéder. Si on est sur la console, ça va être /dev /console. La console étant l'écran principal de notre Linux. Tout ça pour dire, voilà, on va regarder un petit peu notre premier bash que j'ai appelé info.sh. Vous remarquez ici que mon bash info.sh a les permissions au début, c'est read, write, execute. Donc je peux l'exécuter. Et pourtant, c'est pas un binaire. Quand on écrit un bash, le dièse ici représente un commentaire. Par contre, dièse point d'exclamation, c'est une directive. C'est une directive pour le système d'exploitation qui va lui dire indirectement, ceci n'est pas un vrai exécutable. Si tu veux exécuter ce qui suit, là, tu dois utiliser /bin /bash parce que la suite de mon document est écrite en bash. Alors là, le système d'exploitation
va pas tenter d'exécuter du binaire comme à l'habitude. Il va rouler bash pour la suite de votre script. Donc, j'aurais pu remplacer ça par Perl et écrire mon code en Perl. J'aurais pu le remplacer par KSH et écrire le reste de mon code en KSH. Donc, etc. Donc, voici comment on fait un bash. C'est souvent la première ligne qu'on va écrire dans notre bash. Et puis ici, on collecte des informations dans notre bash, mon nombre de CPU. Il y a certains langages qui nous obligent à déclarer nos variables au début, puis à lui donner un type, mais c'est pas le cas dans Bash. Dans Bash, on utilise la variable quand ça nous tente. Et puis, j'aurais pu écrire NB CPU égale 4. Par contre, le jour où je vais ajouter du CPU dans ma machine, mon script va continuer de me dire que j'en ai 4. Alors, c'est pas vraiment ça que je veux. Je préfère que NBCPU, ben, allez voir dans le fichier spécial /proc CPU info. Euh, et puis tout ce qui commence par proc dans ce document-là, compte-moi le nombre de lignes, et puis là, ben, je vais savoir que j'en ai 4 à ce moment-là. Le jour où j'incrémenterai le nombre de CPU, ben, quand je vais booter ma machine, puis je vais lancer mon script, il va me dire, ah, ben, aujourd'hui, tu as 8 CPU dans ta machine. J'exécute la commande uptime. Donc, comme vous remarquez, quand je mets entre guillemets signe de dollar avec des parenthèses, en fait, la commande est exécutée et c'est l'output de la commande qui s'en va dans la variable. Alors ici, je vais avoir le chiffre 4 à la fin parce que j'ai tapé la commande tantôt et à la fin, je savais que j'avais 4 CPU. Ça va être le chiffre 4. Alors qu'ici, la commande me retourne la date du jour, ça fait combien de temps que mon serveur est up, puis le load average, là, je vais avoir tout ça dans ma variable. Et l'OS, le type de système d'exploitation, ben, je regarde dans /proc/version, puis avec awk, je vais aller chercher le premier, deuxième et troisième paramètre. Ce sont ces trois éléments-là qui m'intéressent. Le reste, parce que version, on se rappelle qu'il nous affichait Linux, et puis bon, je sais plus quoi, puis là, bon, la ligne était plutôt longue, mais c'est les trois premiers qui m'intéressent. Je veux juste savoir ça, alors je fais comme ça. Et puis à la fin, ben, mon script va m'afficher un rapport. Donc ici, je collecte l'information, et puis ici, ben, j'affiche un rapport à l'écran qui va dire, bon, ben, voici les infos de ton smartphone. Ton OS, c'est ça. Ton uptime, c'est ça. Et le nombre de CPU, ben, c'est celui-là. Donc, si j'exécute ce script-là maintenant, voilà, ça me dit ton système d'exploitation, c'est un Linux version 4.9 Android. Ton uptime fait 44 minutes que le système est allumé. Et puis le load average, là, dans la dernière minute, environ 0,12% de charge sur le CPU. Dans les 5 dernières minutes, 0,06. Et dans les derniers 15 minutes, ben, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de charge, étant donné que je ne fais pas grand-chose. Et puis, ben, j'ai 4 CPU. Alors voilà. C'est un peu comment on écrit un shell script. Et puis, on pourrait aussi faire des if. Là, étant donné que c'est un langage de programmation, on peut faire des if. Si NB CPU est greater or equal à 8, then, là, je pourrais faire echo, vous avez, beaucoup de CPU. Donc, si j'en ai plus que 8, je peux afficher qu'il y en a beaucoup. Sinon, vous manquez de puissance, ajouter des CPU. Donc, c'est une façon de scripter dans lequel vous voulez, par exemple, faire un shell script qui vérifie avant de lancer un process parce que votre fournisseur vous a dit pour exécuter ce programme-là, tu as besoin de minimum X nombre de CPU, X nombre de mémoire, etc., etc. Donc, c'est toutes des choses que vous pourriez vérifier dans votre script et donner une recommandation à votre administrateur de système, puis dire, ben, pour rouler ce programme-là,
ben, tu manques de puissance, il faudrait que tu ajoutes des CPU. Ou tout est beau, tu peux aller de l'avant. Ici, on pourrait même faire exit 0 parce que tout est correct. On va retourner au système d'exploitation un code de retour qui s'appelle 0. Ici, on va retourner le code 1. Ça, c'est au cas où notre administrateur de système utiliserait ce script-là, mais à travers un autre script. Donc, on pourrait avoir un autre script qui roule ce script-là, puis au lieu de regarder, au lieu que ce soit un humain qui regarde, eh bien, ce script-là se baserait sur le code de retour pour savoir si tout est beau ou s'il faut ajouter du CPU. Donc, je vais vous montrer un peu comment on fait ça. J'exécute mon script, et puis, étant donné que j'ai juste 4 CPU, mon script me dit, vous manquez de puissance, ajoutez du CPU. Et si je regarde mon code de retour, qui est signe de dollar, point d'interrogation, ben, le code de retour, c'est 1, parce que je me souviens que quand on manque de CPU, j'ai choisi de retourner la valeur 1. Par contre, si je change la valeur, j'en ai pas besoin de 8 pour ce logiciel-là, j'en ai besoin de 2 seulement. Étant donné que j'en ai 4, je devrais en avoir assez. Donc voilà, vous avez beaucoup de CPU. Donc si je regarde mon code de retour c'est 0 parce que j'avais choisi de retourner 0 quand j'avais suffisamment de CPU. Alors comme ça, vous avez votre premier bash shell script écrit en bash. On va regarder un petit programme que j'ai fait en C qui s'appelle wakeup.c. Wakeup.c, j'inclus stdu.h, les commandes de base, time parce que je vais jouer avec le temps, unistd parce que je vais utiliser la commande sleep qui se trouve là-dedans, et standard booléen parce que j'utilise des booléens, et la définition de true or false se trouve dans ce fichier d'entête. Je me crée une fonction qui est checkTime. Alors, cette fonction-là va juste vérifier est-ce que c'est l'heure de se réveiller. Donc, si j'ai choisi de me réveiller à 7 heures le matin, 7 heures 0 minutes 0 secondes, ben, cette fonction-là va juste regarder l'heure qu'il est présentement et la comparer à l'heure à laquelle je voudrais me réveiller. Et puis, ben, si c'est pas l'heure, elle va retourner false. Et puis, si c'est l'heure de se réveiller, elle va retourner true. Donc, je me définis les variables que j'ai besoin, des structures de temps, mon flag, et puis je regarde l'heure locale sur ma machine. Il est actuellement, puis je vais l'afficher. Ensuite, je regarde si, n'oublions pas que j'ai passé en paramètre heure, minute, seconde, HMS. Je vais regarder si l'heure actuelle est l'heure à laquelle je veux me réveiller. Et les minutes actuelles sont les minutes à laquelle je veux me réveiller et que les secondes le sont aussi. Ben, mon flag, c'est true. On est l'heure, minute, seconde à laquelle je veux me réveiller, je vais retourner true dans mon programme. Mais si c'est pas l'heure ou c'est pas les bonnes minutes ou les bonnes secondes, à ce moment-là, la valeur par défaut que j'avais déjà mis avant, c'est false, étant donné que je rentrais jamais dans toutes les ifs. Ici, je vais être encore à false, je vais retourner à false, tout simplement. Et ça, c'est le programme principal de mon réveil matin. Je reçois 3 chiffres en paramètres. Ceux qui ne sont pas familiers, là, on voit souvent quand on débute main avec rien entre parenthèses. Par contre, main peut recevoir argument count ou argument variable. Donc, le premier chiffre ici, c'est le nombre d'arguments qui a été passé en paramètre. Et ici, c'est un pointeur de pointeur. Peut-être que certains d'entre vous n'êtes pas familiers. On voit aussi à l'occasion cette formulation-là, qui veut dire la même affaire. Un pointeur de pointeur parce que c'est un pointeur, c'est qui pointe vers une adresse mémoire où sont mes paramètres. Et ces paramètres-là, ce sont des pointeurs de caractères. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Entre autres, ici, mon premier argument, c'est une chaîne de caractères. Donc, je vais la convertir en entier. Et puis, je vais la mettre dans H. C'est l'heure, en fait, à laquelle je veux me réveiller. Les minutes et les secondes. Et puis après, je vais afficher à l'utilisateur, OK, je vous réveille à telle heure, par exemple. Une book for, on est familier généralement de voir quelque chose avant le point-virgule. Ici, habituellement, ce qu'on met,
c'est ce qui doit être exécuté avant de rentrer dans la boucle. Ici, c'est la condition pour que la boucle continue. Et ici, c'est qu'est-ce qu'on fait à la fin de la boucle pour passer et qu'on passe à la prochaine itération. Dans mon cas, étant donné que je veux faire une boucle infinie et que ma boucle ne terminera jamais, j'ai rien à faire avant, j'ai rien à faire après, et puis ma condition, ben c'est toujours vrai. Donc c'est vrai qu'on fait juste continuer. Donc c'est pour ça que j'ai rien de. C'est une boucle infinie, donc il n'y a rien de plus à mentionner là-dessus. J'appelle ici ma fonction checkTime. On se rappelle qu'elle va me retourner true or false, dépendamment de est-ce que l'heure actuelle représente l'heure, minute, seconde de mon réveil matin. À partir du moment où ça va me retourner true, je vais écrire à l'utilisateur réveille-toi, il est temps de sortir du lit. Et puis ben là je vais lui dire ben il est 7 heures, comme tu m'avais demandé. Et puis ben sinon ben j'attends une seconde et puis je passe au prochain. Et puis même si c'est vrai, je vais quand même attendre une seconde et passer au prochain parce que de toute façon je me prépare pour demain. Comme ça, je vais le réveiller, puis je me prépare pour demain. Puis demain, à la même heure, je vais le réveiller, puis je continue pour le lendemain. Donc, ça n'a jamais de fin, mon programme ici. Je retourne zéro, mais je retournerai jamais, étant donné que je ne sortirai jamais de ma boucle. Je vais compiler ça ici. Donc voilà, pas de problème de compilation. On va regarder maintenant comment ça s'exécute tout ça. Wake up, 7 heures, 0 minutes, 0 secondes. Et puis là, bon, ben, on va attendre longtemps avant qu'il me réveille. Mais si je demande plutôt de me réveiller à 16h27 et 22 secondes, ça a été très vite. 45 secondes, ok, bon, on va attendre un petit peu. Comme là, dans le fond, le programme est dans sa boucle infinie. Entre chaque vérification, étant donné que c'est pas l'heure, il continue, puis il sleep une seconde. Il va vérifier l'heure, sleep une seconde, jusqu'à ce qu'il soit l'heure à laquelle je lui ai demandé. Et là, il me dit, bon, ben, réveille-toi. Il est temps de sortir du lit, il est 16h27 et 45 secondes. Et là, il s'est positionné pour le lendemain, étant donné que ma boucle n'a jamais de fin. Je fais CTRL-C pour arrêter ça. Alors voilà pour ce beau petit programme. Vous remarquez que j'ai fait CTRL-C. Comment je sais que c'est CTRL-C? Il y a une commande qui s'appelle STTY. Je vous ai parlé tantôt de votre TTY. STTY-A, c'est la configuration de mon terminal. Donc, sur mon terminal, il y en a peut-être parmi vous qui n'ont jamais travaillé avec un modem, mais ça fonctionne un peu comme un modem ou un dummy terminal qu'on appelait à l'époque, qui est un terminal sans aucune mémoire ou intelligence. En fait, c'est toute la mémoire puis le processeur est dans le serveur. On a une speed, des baud rates, là, c'est une unité de mesure de vitesse d'échange d'informations, qui veut dire un bit à la seconde. Ici, on a 38 400 bits par seconde, ce qui est relativement faible. Et puis, ça me donne des informations, comme là, j'ai 27 lignes d'écran, 84 colonnes. Si jamais vous faites un programme, puis vous faites un jeu, puis vous voulez connaître jusqu'à combien de colonnes vous pouvez aller ou combien de lignes, ben, vous pouvez interroger ça. Interrupt, pour envoyer le signal d'interruption, c'est CTRL-C. Donc, c'est pour ça que j'ai fait CTRL-C quand j'ai lancé mon programme. Ici, là, je veux l'arrêter parce que c'est une boucle qui finira jamais. Je fais CTRL-C. Il vient de recevoir le signal d'interruption. Et puis, quand je tape des caractères, je fais backspace. Ça, c'est le erase. Le erase, c'est mon backspace. Donc, on peut setter, si jamais votre touche backspace est défectueuse sur votre clavier, vous pourriez changer pour une autre touche qui ferait l'équivalent du backspace. Et CTRL-U ici, certains portent à confusion, ça kill pas le process, ça fait plutôt effacer, c'est l'équivalent de faire des backspace au complet de ce qui est écrit. Donc là, si je fais CTRL-U, tout ce que j'ai écrit vient de s'effacer.
Ensuite, on a différentes configurations. On voit là Start et Stop. Start égale CTRL Q, Stop égale CTRL S. Ça, c'est utilisé lorsque vous voulez pas piper dans More, vous laissez les choses défiler à l'écran, mais ça défile très longtemps. Vous pouvez faire CTRL S pour Stop, ça fait juste figer l'écran, un peu comme un scroll lock. Quand vous avez terminé de lire, vous faites CTRL Q, puis l'écran continue de défiler. Donc, c'est l'équivalent de réappuyer sur son scroll lock. On a CTRL S, Z qui permet de suspendre des jobs. Je vais vous montrer un petit peu tantôt comment on lance des jobs et on les ramène en avant-plan, en arrière-plan, ce genre de choses comme ça. Le reste, ben, c'est surtout des choses de télécom, parité enable, parité HUD, character size 8, HUPCL, c'est intéressant. Hang up, process on carrier lost. Donc, si je perds ma connexion modem, là, ici, on n'est pas par modem, mais c'est pas grave, le principe reste le même. Si je perds ma connexion, je pourrais vouloir envoyer le signal hang up à l'ensemble de mes process. Comme ça, tous mes process recevraient un signal de mettre fin à leurs activités parce que de toute façon, je suis plus là. Et notez aussi qu'il y a des traits d'union devant certains paramètres et il y en a qui n'ont pas de trait d'union. Habituellement, le trait d'union signifie que ce paramètre-là n'est pas en fonction. Et quand on enlève le trait d'union, c'est pour dire oui, je veux l'activer ce paramètre-là. Ça m'intéresse. Comme CS8, on est en character size 8 présentement. Par contre, on n'est pas en HUPCL. Là, si je perds ma connexion, mes process pourraient survivre. Ils ne recevraient pas le hang-up pour y mettre fin. Donc, comment jouer avec les jobs, un peu ce que le fameux CTRL-Z que j'ai expliqué tantôt, comment je veux jouer avec mes jobs. Wake up. Je reviens à mon wake up, 7 heures, j'appuie sur retour. Et puis là, ben, je peux rien faire. Oui, je peux taper, mais ça tape pas vraiment. Ça fait juste brouiller l'affichage. Mais j'aimerais que mon wake up roule en arrière-plan et que je puisse continuer à travailler. Là, je fais CTRL-C pour arrêter ça. Et une des façons de faire, c'est de faire CTRL-Z à la place pour le suspendre. Et là, si je fais Jobs-L, vous voyez que ma job est encore en mémoire. Elle a seulement été mise sur pause. Elle est en suspens. Malheureusement, j'aime pas que Job-L m'affiche stop parce que stop, ça peut laisser croire parfois que la job a été arrêtée. En fait, elle a été arrêtée, c'est pas faux non plus. Je préfère le mot suspendu. On fait juste la mettre en hold, mais elle est pas vraiment arrêtée. On peut la continuer à n'importe quel moment. Elle est vraiment sur pause. Je peux la ramener en foreground, ma job, FG. FG, ça ramène la job en exécution et en avant-plan. Mais là, si elle est en avant-plan, j'ai pas plus mon clavier pour continuer. Je refais CTRL-Z. BG, là, c'est pour la mettre en background. Là, elle va vraiment rouler en arrière-plan. Et là, j'ai vraiment mon clavier, puis je peux continuer à travailler et taper des commandes. Je peux même aller dans info.sh. Le seul problème, par contre, c'est que c'est pas vraiment travaillable parce qu'étant donné que j'ai une job en arrière-plan qui continue de m'afficher des choses, eh bien, ça m'handicape un peu, là. Je peux pas, c'est pas vraiment intéressant. Mais là, je peux plus la ramener en avant-plan juste, ouais, en fait, je pourrais, mais je préfère pas vous le montrer tout de suite. Je vais le faire autrement. Parce qu'étant donné que j'ai qu'une seule job, je peux taper FG et je la ramène en avant-plan. Mais si j'en avais plusieurs, il aurait fallu que je nomme laquelle que je veux ramener en avant-plan. Donc, je vais le refaire juste pour le montrer. Je fais jobs-L, espace -L. Je vois que c'est ma première job. Je peux taper FG espace pour 101. Je ramène en avant-plan ma job numéro 1. Et là, je peux faire CTRL-C pour l'arrêter. Et là, je suis revenu à la normale. Jobs-L, je n'ai plus aucune job qui roule en arrière-plan. J'aimerais relancer ça, mais cette fois-ci,
je vais rediriger. On a parlé un peu des devices spéciaux tantôt, donc j'y arrive un peu. Je vais envoyer ça dans slash dev slash nul. Quand on redirige, si vous vous rappelez bien, je vous ai parlé des files descripteurs ou certains, vous avez peut-être pas vu une vidéo précédente. Je vais y aller avec le chiffre 1 pour dire que c'est mon file descripteur numéro 1 que je veux envoyer dans slash dev slash nul. C'est que quand on met pas de chiffre au signe plus grand que, par défaut, c'est le standard output. Mais si on met le chiffre 1, on fait juste forcer que c'est le standard output. Ouais, ça revient au même. 2 plus grand que. Là, à ce moment-là, ici, je dis que oui, mon standard output, je veux l'envoyer dans slash dev slash nul, mais mon standard erreur aussi, je veux l'envoyer dans slash dev slash nul. Alors, à ce moment-ci, j'ai plus rien qui s'exécute à l'écran, plus rien qui s'affiche à l'écran. Une autre façon de faire que les habitués vont plus souvent faire, les habitués vont pas mettre le chiffre 1 parce que c'est la valeur par défaut. Et par contre, ils vont dire que le standard error, ils veulent l'envoyer au même endroit que le standard output. Alors, ces deux commandes-là sont équivalentes. C'est juste deux façons de l'écrire. Maintenant, je fais CTRL-Z. J'envoie ça en background. Et là, ben, j'ai ma ligne de commande sans être perturbé par de l'affichage. Et là, l'avantage, ben, c'est que je pourrais aussi demander de dire réveille-moi à 7 heures. Je sais que je vais faire une sieste en soirée. Réveille-moi aussi à 18 heures. Et puis, je devrais apporter du lait à la maison vers 22h15. Vers 21h15 aussi, envoie-moi une petite alarme. J'ai besoin de ramener du lait à la maison. Vous pourriez écrire un programme qui envoie plein d'alertes, hein, où votre usager pourrait setter des alertes, soit pour se réveiller, soit pour ramener du lait, peu importe l'alerte. Pas oublier de mettre du gaz samedi dans l'auto, ce genre de choses-là. Et puis là, ben, vous avez plein de jobs qui roulent tous. Et puis, à ce moment-là, chacun va envoyer une alerte. Ici, mon alerte est pas très intéressante puisqu'elle affiche à l'écran et je viens d'envoyer le contenu dans slash dev slash nul et il ne se passera pas grand-chose. Mais peut-être que votre programme pourrait envoyer un email ou un SMS ou peu importe. L'idée, là, ici, c'est juste de vous montrer les possibilités. Les possibilités sont là, vous pourrez faire le programme qui vous tente. La première job, elle fonctionne, mais les deux autres sont arrêtés. Donc, je pourrais dire lance en arrière-plan, en background, la job numéro 2. Alors voilà, il vient de mettre la job numéro 2 en arrière-plan. Fait la même chose avec la 3. Donc, la 3 est fait. Maintenant, j'ai mes trois jobs qui sont en exécution. Peut-être que dans votre programme, votre utilisateur, il pourrait dire, bon, ben, l'alerte de 18 heures, ben, finalement, je l'avais mis pour une sieste, mais j'en ferai pas parce que je suis occupé, j'ai autre chose. J'aimerais y mettre fin. Donc, vous pouvez à ce moment-là faire kill pour 102. Alors, à ce moment-là, ben, la job a été terminée. Si je fais job-L, je n'ai maintenant que la job 1 et 3 qui roulent en arrière-plan. Puis, on a mis fin à la numéro 2, tout simplement. Donc, c'est un petit peu comme ça que fonctionnent les jobs. Pour revenir sur les devices spéciales, je vous ai parlé de slash dev slash nul. Un peu plus tôt, je vous parlais de slash dev slash 0 ou slash dev slash urandom. Juste avant de vous parler de ça, je vais vous montrer octaldump. Donc ça, c'est pour visualiser un fichier, mais en mode octal. Donc chaque lettre du fichier, comme ici mon éditeur qui pourrait être Nano aussi. Je ne sais pas si j'ai installé Nano là-dessus. Nano me présente, c'est un éditeur de texte dans lequel je vois mon texte. Donc c'est une belle présentation, Nano. J'aime bien VI. Comme vous avez vu, j'utilise VI. Ben, c'est le même principe. Nano est plus facile par contre à utiliser pour les gens qui débutent. Je vous conseille Nano. C'est un très bon, ça va très bien. Octaldump, c'est que ça va arriver à l'occasion, si vous travaillez dans le domaine,
un utilisateur va vous dire, mon script fonctionne pas, puis à l'œil, tout a l'air beau, mais des fois, l'œil d'un humain, il y a des caractères non affichables qu'on ne voit pas. Alors, on fait un dump en octave d'un document comme notre info, et là, à ce moment-là, on voit chaque caractère un à un. Comme par exemple, on voit que j'ai débuté mon programme avec dièse, point d'exclamation, slash bin, slash bash. Mais après, on voit deux backslash n qu'on voyait pas tantôt. En fait, les backslash n, c'est les retours de chariot. Quand j'ai appuyé sur retour, retour, donc j'ai ramené mon curseur au début de la ligne et je me suis posé une ligne plus bas pour mettre un commentaire. Puis mon commentaire, c'était collecter les informations avec des traits d'union. J'ai fait Enter encore. Et après ça, j'ai commencé avec NB souligné CPU égale, etc., etc. Donc, s'il y avait un caractère non visible dans le code de la personne, ben, vous pourriez l'identifier avec ça en disant, ben, ton bug, là, c'est un caractère qui est non affichable, c'est pour ça que tu le vois pas, mais je le vois ici, il est à telle position. Donc, octaldump, qui est bien utile pour ça. DD, device dump, ou dump device. Tout ce que ça fait, c'est que ça prend un device et ça va aller lire le contenu du device en question et ça va te l'envoyer sur le standard output, à moins que tu rediriges le standard output à quelque part d'autre. Comme ici, je vais dire input file /dev /urandom. Output file pour rediriger, je ne veux pas l'avoir à l'écran. Je vais le rediriger dans ./toto. Block size égale 1K. Donc, il va se faire un buffer ou buffer size de 1K. Et count égale 5. Il va faire ça 5 fois. Donc, il va aller lire 1 kilooctet d'informations. Il va me le mettre, puis il va faire ça 5 fois comme ça. Donc, à la fin, je me retrouve avec un fichier de 5K qui s'appelle Toto. Et puis, on voit ici que Toto fait environ 5K. Si je regarde Toto avec Octaldump, pour voir qu'est-ce que urandom m'a ramené, ben, urandom m'a ramené des choses aléatoires. Donc, on voit ici qu'il m'a ramené ben, toutes sortes de choses, mais c'est complètement aléatoire. Parce que c'est ce que ce device-là, chaque fois qu'on l'interroge, il nous ramène des choses aléatoires. Je vais refaire la même chose avec /dev/0. Ce device-là, chaque fois que je l'interroge, il me ramène ben, des zéros. Donc, si je fais un octaldump de Toto maintenant, ben, je vois que j'ai des zéros. Puis, la façon qu'octaldump fonctionne, si la ligne est identique, il vous met une petite étoile plutôt que de vous la répéter tout le temps. Et il vous affiche jusqu'à quel endroit ça demeure identique. Et bien ici, on voit que c'est des zéros jusqu'à la toute fin de mon fichier. Il n'y a que des zéros. Donc, pour en revenir avec les fichiers qu'on efface, j'expliquais tantôt qu'il arrive qu'on efface des fichiers qui contiennent des informations sensibles. On a fait ça, par exemple, avant de vendre notre laptop. On a effacé parce que des fois sur nos laptops, on a des documents qui contiennent nos dates d'anniversaire ou notre date de naissance, là, pardon, notre numéro d'assurance sociale peut-être, ou des informations bancaires qu'on veut pas que. Et puis si on efface juste le fichier, ça fait juste l'enlever de la table des matières. Alors, ce qu'on peut faire grâce à /dev/0 ou /dev/random, on peut utiliser les deux. On peut se créer un fichier. On regarde d'abord l'espace disque qui nous reste avec la commande df. Et puis, dans /data, il me reste environ 5 gigs. Donc, je pourrais faire un dd, input file égale /dev/0. Output file égale tt. Block size égale 1 meg. Et count égale, ou block size égale 1 gig. Là, ça prend beaucoup de mémoire faire 1 gig. Vous voyez, avec 1 meg. Count égale 1024. Ben, 1024, ça vous ferait 1 gig.
Et puis, voilà, vous remplissez votre disque. Vous avez 5 gigs, faites-vous 5 fichiers, même 5,3. Et voyez là que c'est assez long parce que là, ils vont me faire un fichier d'1 gig. Il va aller lire un bloc 16 d'1 meg de 0. Et il va faire ça 1024 fois pour le mettre dans un fichier qui s'appelle Titi. Et là, vous voyez que j'ai un gros fichier Titi qui est rempli de 0. Et je pourrais me faire un fichier Titi numéro 2. Et puis là, ben, je ferai 3, 4 et 5. De cette façon-là, je vais remplir le disque au complet avec des fichiers bidons qui ne contiennent que des zéros. Si vous utilisez urandom, ben, vous savez que grâce à cette petite technique, vous voyez, là, il me reste 2,3 gigs seulement parce que je viens de créer 2 fichiers d'1 gig. Mais grâce à cette technique, vous êtes allé écrire des zéros là où il y avait de l'espace disponible parce que, étant donné que je crée un fichier, j'écris seulement qu'il y a des endroits disponibles sur le disque. Je ne vais pas écraser mon système d'exploitation ou quoi que ce soit. Et puis à la fin, j'efface mes deux Titi pour libérer l'espace disque. En fait, c'était Titi 1 et Titi 2. Et puis voilà, j'ai relibéré l'espace disque et je sais maintenant que j'ai des zéros sur au moins 2 gigs sur les 5,3 que j'ai de disponible dans ma machine. Alors voilà. Juste pour terminer, on va regarder si j'ai encore des jobs. Ça va me permettre de vous montrer une autre commande. Tantôt, je vous ai montré la commande kill pour 101 ou kill pour 103. Une autre façon de faire les choses serait PSAUX pour regarder tous les process qui roulent en mémoire. Donc, vous voyez ici que j'ai beaucoup de process. Étant donné que j'en ai beaucoup, je vais lister ceux qui contiennent wake up. Et puis, le grep que je viens faire, évidemment, le grep est obligé d'aller en mémoire pour être exécuté. Alors, il s'est trouvé lui-même dans la liste. Mais par contre, il est déjà plus là parce que je suis revenu à la ligne commande. Donc, d'une façon de faire, c'est d'envoyer des signaux à nos process. Chaque process se voit attribuer un chiffre. Et on peut envoyer le signal 15. Le signal 15, c'est l'équivalent d'avoir une fenêtre dans Windows sur laquelle on clique sur le X. Par exemple, si vous êtes dans Word et vous cliquez sur le X, c'est une façon gentille de dire à Word, mets fin à ton programme. Et Word, étant donné qu'il attrape le signal 15, il va vous dire, attention, vous n'avez pas sauvegardé, puis là, ben, vous avez la chance de sauvegarder votre travail. Et là, après, il va terminer proprement, donc tout est beau. Donc, je fais ça pour mon process 4399. Je lui envoie un signal gentil lui disant peux-tu te terminer? Alors, il s'est terminé gentiment. Maintenant, si je regarde les wake-up, il en reste juste un, c'est celui de 21h15. Supposons que je fais kill moins 15 et que mon process ne le reçoit pas parce qu'il est complètement gelé, un peu comme dans Windows. Ça arrive des fois qu'on clique sur le X et qu'il n'y a vraiment rien à faire. Dans ce temps-là, on fait kill moins 9. On fait toujours un kill moins 15 avant. On permet toujours au logiciel de quitter proprement. Kill moins 9, c'est le dernier recours. Kill moins 9, 4401, qui est mon process auquel je veux mettre fin, le wake-up de 21h15. Kill moins 9, habituellement, le signal n'est pas envoyé au process. C'est le kernel lui-même qui dégage le process de la mémoire sans lui permettre de sauvegarder ou de faire quoi que ce soit avant. Alors, vous voyez que là, au lieu de terminated, j'ai killed. Il a réellement été dégagé de la mémoire. Alors, c'est la façon de s'amuser avec des process, les kills, les devices, votre premier bash, un petit programme en C, en background, foreground, le STTY, avec toutes les possibilités. Donc, vous savez maintenant pourquoi on fait CTRL-C, CTRL-Z, ce genre de choses-là. Je vous laisse vous amuser avec ça en espérant que ça a été instructif pour vous, encore une fois. Merci de votre présence. À la prochaine.